Voilà, bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le projet du club et sur tous les impacts, tous les bienfaits que ça peut avoir sur la vie associative. On se donne encore quelques instants avant de lancer cette table ronde. Le replay sera bien évidemment disponible comme tout ce qu'on vous propose depuis déjà quelques mois autour des webinaires, autour des tables rondes, et pour encore une fois inspirer toute la communauté grâce à ce que vous faites, vous tous, sur le terrain. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On a un très beau panel d'intervenants ce soir pour justement témoigner de la diversité et du dynamisme de ce qui peut se passer dans notre belle communauté du badminton fédéré, et ce, en dépit évidemment de ce qu'on a traversé et de ce qu'on continue de traverser depuis mars 2020, avec en ligne de mire cette rentrée de septembre qui est à la fois porteuse d'inquiétude, mais aussi d'espoir d'une reprise de ce qui faisait la richesse de nos clubs, et on va pouvoir en parler ce soir avec nos intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat si vous souhaitez intervenir. Je vous propose qu'on se lance. Donc encore une fois, merci aux participants, merci aux intervenants d'être présents ce soir sur cette table ronde. Le projet associatif, on en parle beaucoup. L'objectif, c'est évidemment de démystifier un petit peu ça. C'est une composante indispensable de la vie des clubs parce que, et on l'a vu face à la crise où il y a eu des comportements, des attentes des adhérents face au club, face à l'absence de pratique, et donc un questionnement par rapport à la licence et à l'adhésion. Et donc la meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est évidemment ce projet associatif qui est le projet collectif, la dimension collective qu'on peut avoir quand on rejoint une association. On vient tous évidemment pour taper dans un volant, mais on va y rester pour plein d'autres raisons. On le voit aussi dans toutes les demandes de subventions que les clubs peuvent faire. Le projet associatif, c'est toujours une pièce indispensable. Et puis, ça permet aussi de se projeter dans l'avenir, de ne pas être dans la reproduction de ce qui se fait d'une année sur l'autre, mais vraiment de se fixer des objectifs qui sont encore une fois partagés avec l'ensemble de la famille du club, et de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme sur ce qu'on veut faire ensemble à l'intérieur du club, ce qu'on fait sur les terrains, ce qu'on fait en dehors des terrains. Et évidemment, c'est un levier formidable de fidélisation parce que quand on sait ce qu'on fait ensemble, bah évidemment, c'est une vraie plus-value et c'est un vrai facteur d'esprit d'appartenance par rapport à notre association. Parce qu'une association, ce n'est pas une addition d'individus, c'est vraiment un projet qu'on porte tous ensemble au service de l'épanouissement des adhérents et du développement de notre sport. Donc, encore une fois, ce soir, on a une belle table ronde pour partager ces retours d'expérience sur des clubs qui se sont lancés dans l'aventure avec parfois des bonnes surprises et puis aussi des moins bonnes. Et c'est aussi ça l'intérêt du retour d'expérience, c'est d'éviter les écueils que les autres ont pu connaître. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de la Fédération, une excellente table ronde. Et puis je passe la parole à notre nouveau responsable de Formabad, Vincent Van Hul. Merci Johan, bonsoir à tous. Je vais vous rappeler quelques règles de fonctionnement sur le déroulement de la soirée avant de rentrer dans le vif du sujet, le temps que les derniers participants se connectent. Donc, petit rappel sur le fonctionnement, vous avez accès normalement tous à une messagerie instantanée qui se trouve sur une des fenêtres de votre écran. Si vous souhaitez communiquer à l'ensemble des participants et à tous les panélistes qui peuvent être appelés conférenciers en fonction des systèmes d'exploitation, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, vous devez bien sélectionner tous les panélistes et participants de manière à ce que tout le monde puisse lire les messages que vous avez postés.
Si vous ne sélectionnez que tous les panélistes, seulement ceux que vous voyez à l'écran auront les informations. On est sur un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'intervenants, pas mal d'interlocuteurs. Donc, on est à mi-chemin entre le webinaire et la table ronde. Donc, c'est une expérience nouvelle pour nous tous. Donc, on verra à l'issue comment ça se sera passé. On est sur une durée qu'on a estimée de 1h30 maximum. Donc, vers 20h30, vous pourrez retourner à vos occupations. Et on vous laissera revenir dans un monde réel. Une soirée qui a été préparée et qui sera pilotée par un groupe de travail composé de Laurent Garnier, qui est agent de développement de la Ligue PACA, Samuel Auchard, qui est le coordonnateur ETR de la Ligue Bretagne, Thomas Champion, qui fait partie des panélistes que vous voyez à l'écran, qui est le directeur sportif de la Ligue Aura, Yannick Meunier, que vous voyez aussi à l'écran, qui est le directeur sportif de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, et Xavier Demans, qui est responsable de la formation, entre autres, sur la Ligue Occitanie et qui sera l'animateur géo de cette table ronde. Donc, l'interlocuteur qui a le plus de responsabilités dans cette soirée, avec les intervenants, évidemment, c'est Xavier. Donc, 2 temps sur la soirée. Le premier temps consacré au témoignage des 4 intervenants qu'on aura l'occasion de présenter plus en détail juste après. Donc, témoignage animé par Xavier. Et un second temps où vous aurez la possibilité de poser vos questions par le biais de la messagerie. On sera le relais des questions. Donc, Yannick, Thomas et moi, on est en soutien sur cet aspect-là. Questions qu'on relayera oralement à Xavier et aux différents participants. Ce soir, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est la dynamique autour du projet à partir de cas différents. Donc, vous avez des profils de dirigeants différents, des structures de clubs assez différentes, des typologies de clubs différents, des contextes différents. C'était un petit peu ça l'idée et la richesse de cette table ronde. Donc, vous verrez au cours des témoignages que vous avez différents contextes, différents cas. L'objet ce soir, ce n'est pas de donner des leçons sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la dynamique de projet, mais bien de s'inspirer des expériences des clubs qui ont trouvé un intérêt à fonctionner autour de ce projet. Donc, qu'est-ce qui les a amenés au changement? Comment ils s'y sont pris? Autant de questions que vous pourrez leur poser, des réponses pour vous donner des idées, donner du sens à vos actions, vous conforter dans le fait de s'appuyer sur un projet ou tout simplement peut-être faire le point sur où vous en êtes au niveau de l'association. Donc, les témoignages et les échanges de la soirée sont là pour vous donner des pistes. N'hésitez pas à interroger nos témoins, que je remercie par avance de leur participation. Donc, merci à Tam, Dimitri, David et Pascal pour les échanges à venir. Je passe la main à l'animateur de la soirée, Xavier, et nous effaçons Thomas, Yannick et moi le temps des échanges. Je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Vincent. Bonsoir à tous. Donc on va prendre quelques minutes pour présenter nos 4 principaux témoins et intervenants, à qui je vais donc donner immédiatement la parole afin qu'ils puissent se présenter à nous. Alors bonjour, Dimitri, président du club Volant des 7 Rivières, situé dans le Vaucluse, à la Ligue Sud de badminton. Le club, c'est un petit club qui a été créé il y a environ 4 ans et qui compte actuellement une centaine de licenciés. Merci Dimitri. Bonjour, David Brachet. Donc, moi, je suis le président du club de badminton de Saint-Orens, qui est au sud de Toulouse. Président depuis 7 ans environ, presque sans continuité. Le club compte aujourd'hui 230 licenciés hors Covid. Donc, cette année, forcément, c'est un peu plus faible. On était vers les 190. Et on possède un label Club Avenir qui identifie des clubs potentiellement formateurs de jeunes pour le pôle espoir. Merci David. J'y vais, bonjour. Oui, vas-y. Donc, Pascal Fournier, je suis le président du club d'Andrézieux-Boutéon. C'est situé dans la Loire, à peu près au milieu de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes un club de un peu plus de 200 licenciés
Nous avons une école avec 100 enfants et je suis président depuis un peu plus de 3 ans. Voilà. Parfait. Merci Pascal. Tam. Bonsoir, Tam Pingron. Donc, je représente le club de Pleumeur. On est en Bretagne Sud, dans le Morbihan. On est un club qui a à peu près une trentaine d'années et on compte hors Covid plus de 192 licenciés. On a une école de badminton avec 3 étoiles. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Donc, une première question pour démarrer cette table ronde qui va forcément s'intéresser à vous. C'est qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce conseil d'administration et à occuper ce poste de président ou de présidente, puisque il me semble que vous êtes tous les 4 présidents. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à être là aujourd'hui et à avoir œuvré pour le badminton? Je vais prendre la parole. Pour mon cas, on m'a proposé la présidence parce que le président sortant avait envie de voyager et de faire plein d'autres choses. Il restait dans le club, mais il ne pouvait plus s'investir. Quand on me l'a proposé, moi j'avais envie, à titre personnel, de créer une école de badminton parce que, étant jeune, j'ai beaucoup profité de structures. Alors, ce n'était pas dans le badminton, c'était dans un autre sport. Mais j'ai profité de beaucoup de structures et de plein de choses par le sport. Et j'avais envie de retransmettre ça parce que dans notre club, il n'y avait pas d'école de badminton. Merci. David, apparemment. Ouais, donc pour ma part, alors l'engagement dans le CA, ça a commencé un peu naturellement. C'était, comme beaucoup, je pense, d'investissement dans le club de manière bénévole et ponctuelle. Et puis, ça a basculé plus ou moins naturellement vers une implication dans le CA parce que on était une bande de copains, on s'entendait bien et du coup, ça s'est fait naturellement. Ensuite, pour la présidence, tout simplement, moi j'étais secrétaire, j'ai fini secrétaire du club. L'ancien président est parti pour suivre une formation des GLS Badminton pour ensuite intégrer le club en tant que salarié. Ça s'est fait en cours de saison, où j'ai pris sa place pour la fin de la saison en transition. Et puis, je pense que comme beaucoup le savent, ça ne se bouscule pas vraiment pour reprendre la présidence d'un club. Donc du coup, assez naturellement aussi, sur les années suivantes, ça a continué comme ça. Je suis resté président, parce que ça se passait bien, avec un quotidien dynamique. Et puis, ça plaisait, moi, ça me plaisait de pouvoir donner au club. C'est autant pour les autres qu'un peu égoïstement pour moi, parce que forcément, tout ce qu'on fait pour le club, en tant que joueur du club, ça nous sert également. Parfait, merci David. Vas-y, Dimitri. Ouais, je disais, pour moi, comme j'ai dit, c'était une création de club. Je ne connaissais pas du tout le badminton. J'étais bénévole dans un autre sport de raquette. J'étais bénévole dans un club de tennis. Et en fait, sur une journée AS sportive de collège où on a été invités, enfants et parents, à venir participer à cette animation, je suis sorti de là avec l'envie de créer le club parce que c'était une soirée où j'ai vu des adultes, des enfants, tout le monde jouer ensemble et pas vouloir quitter le gymnase parce que prenait énormément de plaisir. Donc je me suis dit, mais il faut qu'on crée ça sur notre territoire aussi, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on est parti. Pour ma part, du coup, en fait, l'ancien président a démissionné en fait en courte saison. Et n'ayant, comme le dit David, pas beaucoup de candidats pour reprendre la succession, du coup, j'avais un peu de temps, donc je me suis lancée pour investir du coup dans le fonctionnement du club, même si du coup, je n'avais pas d'expérience associative, on va dire, à titre personnel, ni même une grande ancienneté dans le club, mais comme j'avais du temps et que j'avais bien accroché dans le fonctionnement du club et avec le salarié, j'ai voulu du coup m'investir pour donner, on va dire, un nouveau souffle. Très bien. Donc là,
on est parti, on a un peu ouvert à votre engagement un peu personnel et la position que vous avez prise sur le club. Qu'est-ce qui a pu faire à partir de cet engagement quels ont été les éléments déclencheurs pour vous qui vous ont fait démarrer la démarche de projet et à l'intérieur de la structure? Pour le club d'Andrézieux, pour ma part, l'élément déclencheur a clairement été la formation des dirigeants organisée par la Ligue Europa, mais j'imagine que les autres ligues doivent faire un peu la même chose. Cette formation qui a été faite par Thomas Champion chez nous m'a vraiment ouvert les yeux parce que bon, je reprenais la présidence sur l'intérêt et je cherchais un petit peu ma place et ça a vraiment été l'élément déclencheur. Après, je suis allé regarder dans les autres sports, dans les autres sites. J'ai aussi des amis qui sont présidents de clubs, ce qu'eux avaient fait. Mais voilà, c'est la formation des dirigeants qui m'a sensibilisé sur l'intérêt de formaliser un projet. Merci Pascal. Alors, nous à Sobad, c'est plutôt l'ancien président qui est devenu salarié du club, qui pendant sa formation de DGEPS a été sensibilisé à cette démarche de projet. Et d'un autre côté, on avait envie de développer le club aussi. On a récupéré le club qui était dans l'état où il était. Il y avait beaucoup de choses à faire. On avait besoin de développer plusieurs choses et on ne savait pas dans quelle direction aller. Voilà, on a dû se poser pour évaluer tout ça. Et du coup, quand on nous a parlé du projet club, c'était évident de mettre ça en place pour nous aider. Donc, c'est vraiment le salarié qui a su nous convaincre des avantages de mettre en place ce projet. D'accord, impeccable. Donc du coup, donc vous avez donc lancé cette démarche. Est-ce qu'à l'intérieur de cette démarche, vous avez utilisé des outils spécifiques, des outils méthodologiques, qui vous ont servi à mener, à construire ce projet à l'intérieur de la structure? Est-ce que Dimitri, tu peux nous en parler si vous avez utilisé ces éléments-là sur le club des 7 rivières? Alors nous, en fait, comme je dis, créer un club, j'étais tout à fait partant. Maintenant, il fallait que je trouve les bons interlocuteurs. Donc, nous, ce qui nous a été déclenché, l'élément déclencheur, ça a été le contact et l'accompagnement qu'on a eu avec l'agent de développement de la Ligue Sud de badminton. À partir de là, plusieurs rencontres et là, mise en place d'études d'état du territoire, des avantages qu'on pouvait avoir sur notre territoire parce qu'on est un ensemble de petits villages. Donc, il fallait qu'on tienne compte de toutes ces composantes pour construire notre projet par rapport à nos spécificités et pas forcément par rapport à la vision que moi, je pouvais avoir au départ avec une vision tennistique où on fait une structure tout de suite pour de la compétition, de la performance. J'étais parti plus sur cette idée-là. Et après analyse avec Laurent, l'agent de développement, on se rend compte quand on est un club qui se crée au milieu d'un village, de certains villages, que la structure, c'est une salle des fêtes et un gymnase dont on n'a pas beaucoup d'accessibilité au début, qu'on est sur la commune de Châteauneuf-du-Pape qui est assez réputée pour s'aimer. On a une autre vision, puis moi une sensibilité pour l'éco-responsabilité. Donc c'est à partir de toutes ces composantes-là qu'on a commencé à créer et à écrire le projet en dégageant 2 axes principaux pour nous, la convivialité et l'éco-responsabilité. D'accord. Donc là, Dimitri nous a fait une large réponse là, sur les outils que vous auriez pu utiliser lors de ce lancement de cette démarche de projet. Quels ont été? Est-ce que vous en avez utilisé? Si oui ou non. Et quels sont-ils? Peut-être David? Non, on n'a pas eu d'outils spécialement utilisés. On s'est pas mal reposé du coup sur le. Bon, il y a eu la chance à nouveau d'avoir un salarié qui avait
qui avait beaucoup de temps, bon, on a moins maintenant, mais qui au début, en tout cas, avait du temps pour formaliser ce genre de projet. Donc, en quelque sorte, notre outil, ça a été le salarié qui avait les bonnes démarches pour formaliser un projet comme ça. Mais pas d'outil en particulier, non. D'accord. Tam, peut-être? Sur Plumeur, en fait, moi j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique d'audit, c'est-à-dire que n'ayant pas en fait beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du club quand je suis arrivée au poste, j'ai passé beaucoup de temps en fait avec le salarié, les différents membres du bureau et les capitaines et puis certains membres aussi du club pour essayer de comprendre en fait ce qui fonctionnait dans le club, ce qui ne fonctionnait pas et qui avait besoin d'améliorer, et puis aussi leurs aspirations et les projets qu'ils aimeraient en mettre en place dans le club. Et ça nous a permis en fait de formaliser un certain nombre de points et notamment de formaliser correctement les différents axes du projet club pour justement après demander tout ce qui est subvention et autres. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis aussi de bien définir les différents postes parce que tout n'était pas très clair entre chaque rôle dans le club. D'accord. Pascal, tu veux peut-être apporter… Oui, pour notre part, de la même façon, je n'ai pas utilisé spécialement une méthode, mais plus un ensemble de bonnes pratiques issues d'expériences professionnelles. Maintenant, aujourd'hui, on a un salarié qui vient d'obtenir son DE et qui possède un bagage dans toute cette démarche. Je pense qu'aujourd'hui, on serait capable, grâce à lui, de faire mieux que ce qu'on avait fait. Là, on s'est inspiré un peu de ce que les autres faisaient et de notre expérience. Parfait, impeccable. Donc, avec ou sans outils, avec différents partages ou avec différents soutiens et supports à l'intérieur de la structure, vous avez probablement effectué un constat à l'intérieur, enfin, avec votre conseil d'administration. Qu'est-ce qui a pu sortir de ce constat, et est-ce que ce constat, vous l'avez effectué en équipe, complètement partagé avec le conseil d'administration ou de manière différente? Pascal, est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Oui, alors donc l'idée première du projet pour nous, c'était, enfin on a dégagé 3 axes, mais un axe fort, c'était notre école de Bade. Et donc on a partagé ça à un bureau élargi puisqu'il y avait eu de nouvelles élections. Les gens ont tout de suite adhéré fortement. Ensuite, le projet, on l'a présenté lors de notre assemblée générale à l'ensemble de nos adhérents. Et on a eu une discussion ouverte à la fin de l'assemblée générale autour d'un verre où tout le monde nous a posé les questions, leurs craintes, leur enthousiasme. Ça a été présenté comme ça. Mais on a eu d'abord, on l'avait fait essentiellement préparer le travail à 2. Ensuite, on l'a présenté au conseil d'administration qui a adhéré, qui a amendé, qui a évidemment posé quelques questions sur comment on peut faire ça, est-ce qu'on ne va pas trop loin, bon, etc. Classiquement, quoi. Mais on a eu une adhésion complète du CA et complète, je ne saurais pas, de l'ensemble des licenciés, mais on a eu des retours très favorables. Ok, très bien. Dimitri, peut-être ou… Oui, nous, en fait, au tout début, on n'était pas nombreux forcément dans le bureau. On était 3 pour la création du club, 3 qui partagions les mêmes idées. Donc, nous, ça n'a pas été de convaincre le CA, ça a été d'essayer d'insuffler ça aux tout nouveaux adhérents qui arrivaient. La première année, on était une petite quarantaine. Et donc, on a partagé avec eux l'envie de construire ce club autour de nos 2 valeurs, la convivialité et l'éco-responsabilité. Et oui, ça a été bien perçu et c'est ce qui nous a permis d'étoffer le bureau et de le grossir avec des gens qui avaient cette sensibilité-là. Parfait. Tam, peut-être? Sur Plumeur, du coup, le constat suite à l'audit a été partagé avec l'ensemble du CA.
Et en fait, ils étaient plutôt d'accord sur les constats qui ont été annoncés. Et en fait, suite aux différents axes d'amélioration, on a défini en fait ensemble les projets qu'on souhaitait du coup faire émerger et qu'on allait présenter en fait à l'AG aux différents licenciés. Parfait. Peut-être il manque David, je crois. Bon, rapidement, sur le constat en lui-même, oui, le constat a été partagé par tout le monde sans problème. Bon, après, on va peut-être un peu plus tard. Après, à partir du constat, il y a des choses qui se dégagent, mais le constat, oui, il n'y avait aucun souci. Partagé en tout cas au sein du CA sans problème. D'accord. Alors Dimitri en a déjà parlé, peut-être que je lui donnerai peut-être pas la parole, mais là j'aimerais partager et savoir si vous avez été spécifiquement accompagné lors de ces travaux, si vous l'avez été par qui, des instances particulières, des individus, des techniciens, des bénévoles, des dirigeants. C'est intéressant de savoir si vous avez reçu de l'aide à l'extérieur du club. Peut-être Tam. Enfin, sur Plumeur, non, on a essentiellement fonctionné en interne parce que entre mes compétences, on va dire, liées à mon activité professionnelle et puis les compétences du salarié, on a fait, on va dire, en interne. On n'a pas été aidé ni par le comité ni par la ligue et on n'a pas non plus sollicité leur aide parce qu'on a su monter notre projet, on va dire, tout seul. Ok, impeccable. David, peut-être? Donc nous, comme j'ai déjà dit, on s'appuie pas mal sur notre salarié qui, lui, a eu comme un interlocuteur au sein de la Ligue, notamment, un certain Xavier Demanze, qui l'a pas mal soutenu et aidé là-dedans. Je fais pas de pub. Hein. D'accord, c'est parfait. C'est très bien. Donc, non, voilà, c'était le principal interlocuteur qui a pu aider et accompagner Eric dans la mise en place du projet. Ok. Pascal? Oui, alors nous, de la même façon que ça a été un facteur déclenchant, ça a été donc la formation des dirigeants où Thomas nous a vraiment sensibilisés et fait comprendre l'intérêt du projet. Ensuite, dans la rédaction, on n'a pas vraiment sollicité des instances. Par contre, c'est vrai que dans la réalisation de nos projets, dès qu'on a besoin de solliciter le comité ou la ligue, ils répondent toujours présents et c'est un soutien pour un président qui, bon, ne connaissait pas trop. On n'est pas lâché dans la nature. Les instances sont là pour nous aider en permanence. Ok. Dimitri, peut-être que tu veux peut-être en reparler, même si je crois que tu l'avais déjà évoqué tout à l'heure, mais si tu souhaites compléter, peut-être. Nous, l'accompagnement, c'était vraiment le déclencheur. Sans cet accompagnement qu'on bénéficie encore aujourd'hui, qu'on sollicite encore aujourd'hui, on n'en serait carrément pas là parce que ça a été la présence de Laurent sur les premières réunions avec les municipalités et ça a un impact fort au niveau des municipalités d'avoir un professionnel avec soi pour quand vous créez une structure, surtout dans nos petits villages, ça a tout de suite eu un impact important. Ça a été son soutien et son aide pour la rédaction des premiers documents, que ce soit les statuts, le journal officiel, toutes ces démarches-là qu'on découvre quand on est bénévole dans la création d'un club. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans toutes ces démarches et vous le faites tout de suite bien, entre guillemets, j'ai envie de dire, vous ne recommencez pas 10 fois la même chose. Et après, ça a été, voilà, comme je dis, l'accompagnement pour la création et l'état des lieux pour réaliser le projet. Et ça nous aide au niveau des financeurs, ça nous a fait faire créer un réseau, ça nous a fait nous développer. Nous, c'est clairement l'atout numéro 1 qui a permis au club d'être ce qu'il est aujourd'hui, d'avoir cette notoriété sur notre territoire, sur notre département. Sans cet accompagnement, on n'en serait pas du tout là. Si j'étais parti avec mes propres idées, ma propre vision, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. On vous l'avait aussi également évoqué au tout début. À partir de ces constats, vous aviez dégagé des axes.
Moi, ce qui m'intéresserait de savoir et de pouvoir que vous puissiez nous partager, c'est est-ce qu'il y a eu de nombreux axes qui ont émergé du constat, et si vous avez dû en mettre de côté ou pas du tout, ou est-ce que des constats sont devenus totalement évidents et ils ont été entrepris, même si je pense que vous l'avez déjà évoqué, ça serait bien qu'on puisse se redonner un focus sur cet élément. Pascal, peut-être, est-ce que tu peux… Oui. Ouais. Alors, on avait beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Donc, on avait dégagé plusieurs axes. Et volontairement, on s'est dit que si on voulait courir trop de lièvres à la fois, on n'y arriverait pas. Donc, on est resté sur 3 axes. Et 3 axes qui nous correspondaient bien et qui, en même temps, déclinaient En fait, on a décliné le projet fédéral, on s'est retrouvé à l'intérieur et on s'est dit que si on voulait que notre sport grandisse, il faut que tout le monde marche dans le même sens, du plus petit club jusqu'en haut de la fédé. Donc, les 3 axes qu'on a dégagés, c'est en gros le projet fédéral. On s'est limité à ça parce qu'on s'est dit on n'arrivera pas à tout faire. Ok, merci. David ? Ouais, alors nous, on a été un peu plus ambitieux, du coup. On a 7 axes qui sont dégagés. Après, bon, ça reste quand même plus ou moins lié, hein. Il y avait améliorer l'équité de l'entraînement, renforcer l'école de sport, donc ça c'est lié par exemple. Développer le sport santé, promouvoir la pratique féminine, développer des actions dans le milieu scolaire qui est lié assez avec l'école de sport, notamment l'école jeune. Créer et pérenniser un emploi au sein du club qui était déjà en cours, et organiser une ou des manifestations sportives. Globalement, on a plutôt bien suivi nos axes de développement. On a réussi à trouver à chaque fois les acteurs pour travailler dessus. Il y a uniquement la partie sport santé qui consistait à développer les stages au sein du club, qui a bien marché au début et qui s'est un peu tari avec le temps. On a peut-être quelques explications liées au fait que ça s'est développé dans pas mal de clubs, avec la formation de bénévoles, des formations de bénévoles, et puis même de salariés qui se sont développés, et qui ont développé ça en interne dans des clubs. Mais voilà, dans l'ensemble, on a pu travailler sur tous ces axes sans trop de soucis. Dimitri Outam, sur ces fameux axes, un tri possible ou pas? Oui, alors nous, sur les axes qui sont dégagés, on a dégagé 3, mais 2 très forts, qui sont la convivialité et l'éco-responsabilité. Un 3e axe qui s'est fait aussi, c'est le côté sportif, mais pour les plus jeunes. Mais quand on parle de côté sportif, on ne cherche pas à faire des champions du monde à Bédaride. On a une belle école de jeunes, une 60aine de jeunes quand même de moins de 18 ans. Mais on utilise des outils fédéraux, le dispositif jeune. On essaye d'avoir 2 étoiles pour l'école de Bade. Mais c'est surtout, nous, on arrive à fidéliser à travers la convivialité et l'éco-responsabilité. C'est autour de ça qu'on a construit en mettant beaucoup d'animations structurées, de bonne qualité, et en travaillant autour du développement durable, toutes ces actions-là. C'est vraiment l'ADN de notre club et c'est ce qui se met le mieux en place sur notre territoire autour de nos 3 villages. Tam, je t'en prie. Oui, donc du coup, oui, on a dû faire un tri sur les différents projets à mettre en place, parce que sinon, en effet, on pourrait pas être partout. Et donc, on a dégagé 3 axes principaux. C'était donc développer la pratique aussi bien chez les jeunes, notamment en proposant une pratique pour les baby-bad à partir de 3 ans, et aussi pour les seniors aussi, plus de 60 ans. Et puis aussi renforcer, on va dire, les créneaux jeunes pour, on va dire, différencier les types de niveaux. On a mis aussi en place, en fait, des propositions, en fait, d'activités de cohésion dans et en dehors du badminton pour vraiment fédérer davantage les licenciés. Et puis, on avait aussi toute notre communication interne qu'il fallait qu'on renforce, parce que voilà, il y avait besoin de revoir un petit peu notre façon de communiquer auprès des licenciés et puis aussi vers l'extérieur. Ok,
Merci. Donc là, on a parlé conception, on a parlé construction. Dans cette construction, il arrive qu'il y ait des obstacles ou des freins. Est-ce que vous en avez rencontré? De quel ordre étaient-ils? Est-ce que vous pourriez nous les définir ensemble là, peut-être David? Alors, pas de réelle opposition, mais plus du scepticisme rencontré par certains joueurs, certains adhérents, même au sein du CA, qui avaient peur, en gros, en mettant en place une vision projet du club, ils avaient peur qu'on devienne une sorte d'entreprise et qu'on perde la partie convivialité, bons copains qu'on avait mis en place depuis le début. Et ça devienne vraiment l'esprit d'entreprise où tout est structuré, figé et qu'on perde cette ambiance qu'on avait pu avoir au début. Donc voilà, personne ne s'est opposé au projet, mais il y en a qui ont pu partir du CA parce que n'avaient pas cette vision des choses. Et puis forcément, beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Toujours pareil, en ayant peur de perdre un peu la spontanéité qu'on avait au sein du club et qui faisait un peu la renommée du club à l'époque, c'était cette bonne ambiance, etc. Finalement, avec le recul qu'on a pu garder malgré la mise en place ou peut-être aussi en partie grâce au projet qu'on a mis en place. Parfait. Dimitri, sur ces freins possibles qui sont quelquefois peut-être pas réels, mais qui apparaissent. Nous, la difficulté, on est un club 100% bénévole. Nos axes, c'est la convivialité, les co-responsabilités. On a besoin de bénévoles. Et notre difficulté, c'est ça, en fait. C'est d'essayer de mobiliser un maximum de bénévoles pour pouvoir réaliser toutes nos animations, toutes nos actions. Donc, notre gros challenge, c'est ça. C'est essayer d'attirer le maximum de bénévoles parce que leur dire de rentrer au bureau, ça fait toujours peur quand on dit aux bénévoles est-ce que vous voulez faire partie du bureau? Ils ont l'impression qu'ils ont peur que ça leur prenne trop de temps, trop d'implication. Donc, il faut réussir à, entre guillemets, dédramatiser cette image et leur dire voilà, qu'une présence, leur présence sur une action ponctuelle, un petit moment, une petite période de l'année, ça compte tout autant qu'une implication, dire 100% dans le bureau, quoi. Donc, nous, notre difficulté, c'est plutôt ça. Tam, peut-être? Au niveau de Plumeur, les freins qu'on a pu rencontrer, notamment sur un des axes, c'était sur le développement des créneaux de pratique. On est sur une commune où le monde associatif est très présent et on va dire la disponibilité des infrastructures est assez faible. Et donc, du coup, voilà, on a dû se battre avec le service des sports de la ville pour essayer d'obtenir des créneaux supplémentaires. Mais ouais, ça devient compliqué parce qu'on est beaucoup de sports à partager les mêmes salles. Et le partage, on va dire, des créneaux de pratique devient vraiment compliqué. D'accord. Pascal? Pas vraiment de frein. Au contraire, par rapport à ce que disait Tam, nous, le projet nous a permis d'obtenir les créneaux, d'arriver à la mairie avec un projet formalisé, leur montrer pourquoi on en avait besoin. Ce n'était pas simplement pour donner des heures de jeu libre un peu plus. Ça a changé beaucoup de choses. Et même si, bon, on a la chance d'être une commune où il y a beaucoup d'infrastructures, mais il y a aussi beaucoup d'associations. Mais ça a plutôt été le projet un atout pour ça. Après, les freins, oui, un petit peu comme Dimitri, on cherche un peu des bénévoles parce que bon, on a la chance d'avoir un salarié, mais il ne peut pas faire tout seul, tout. Donc, on a besoin de bénévoles un peu compétents pour aider sur certains entraînements. Et c'est là où on pêche un petit peu parce qu'on était un club loisir avant. Et un de nos axes, c'est la performance. Donc, ce qu'on souhaite, c'est conserver une partie loisir au club, mais que ce soit pour l'école de Bade
ou pour les adultes compétiteurs, leur offrir des conditions d'entraînement qui leur permettent de progresser. Donc là, on est un petit peu, c'est notre frein actuel. D'accord, merci. Là, on a évoqué ces possibles obstacles, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on se pense sur la manière dont vous avez pu partager le projet à l'intérieur de la structure. On l'a évoqué tout à l'heure, plutôt autour du conseil d'administration, où vous étiez parti d'une petite équipe. Mais là, est-ce que ce projet, vous avez été en mesure de le diffuser à l'intérieur du club? Comment vous y êtes pris et quel écho il a eu à l'intérieur du club et de tous les licenciés de la structure. Dimitri, peut-être, si tu veux bien. Alors nous, oui, le projet, donc on l'a présenté au sein du club, au sein des adhérents lors de l'AG. C'était le premier moment où on l'a présenté. Après, c'est un travail quotidien en fait sur chaque créneau de rappeler aux gens ce qu'on leur propose, ce qu'ils vont découvrir. Et après, sur les forums, sur toutes les animations, on va dire, extérieures presque, où les gens viennent nous voir, nous solliciter en disant ouais, c'est quoi le Badminton au volant des 7 rivières. Et c'est là de partager ce projet. Après, les adhérents le partagent totalement. Ils viennent pour ça, en fait, ils viennent pour le projet, pour les axes qu'on a développés. Il n'y a pas de surprise pour eux, quoi. Donc, on le vend bien en début d'année au forum et tout au long de l'année sur nos manifestations, même les nouveaux qui arrivent en cours d'année. Et donc, les gens sont bien imprégnés de ce que l'on fait. Parfait. David, peut-être, sur cette capacité à partager à l'intérieur et à le diffuser, ce projet? Ouais, nous, on n'a peut-être pas été très bons là-dessus, je pense. On a partagé, bien sûr, au CA, à l'AG, mais en dehors de ça, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué envers les joueurs du club, même s'ils savaient, voilà, quand ils viennent au club, ils connaissent un peu l'ADN du club et vers quoi on se dirige, mais on n'a pas formalisé spécialement plus que ça le projet par une communication à tous les joueurs ou alors en parlant, comme a pu le faire Dimitri lors des créneaux ou autres. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a forcément mis en place et je pense que je recule, ça peut être une erreur d'avoir assez communiqué. Pascal, peut-être? Merci, oui, David. Nous, on l'a formalisé, comme je le disais tout à l'heure, lors de l'AG. Maintenant, notre salarié qui est entraîneur, qui est présent sur la plupart des créneaux d'entraînement ou de jeu, communique régulièrement auprès des parents, auprès des enfants, auprès des compétiteurs. On n'est pas allé plus que ça. Voilà. On s'était posé la question de demander l'avis à nos licenciés, et puis finalement, on a décidé de ne pas le faire sous forme de courrier, mais de faire de la communication comme ça et d'avoir un retour en direct. On peut peut-être faire mieux, je ne sais pas. D'accord, merci. Tam? Du coup, le projet, oui, il a été présenté donc à l'AG aux licenciés. Après aussi via le biais du salarié qui est présent du coup sur tous les créneaux. Et notamment pour les jeunes aussi et les parents de jeunes qui des fois ne sont pas toujours très présents sur les créneaux ou qui déposent juste des fois leurs enfants. On a fait des réunions en fait, d'information avec vraiment présentation du projet du club et puis les différents axes qui les concernaient davantage que sur l'ensemble du club. D'accord. Impeccable. Donc là, on va tenter de s'interroger sur l'impact qu'a le projet sur la mobilisation des bénévoles, des licenciés, des adhérents à l'intérieur de la structure. Est-ce que vous avez pu mesurer une plus forte mobilisation ou une mobilisation plus facile en ayant acté ce projet ou pas, où il y a eu des difficultés tout ceci, à mon avis, il serait intéressant qu'on puisse le questionner. Pascal, peut-être, est-ce que tu peux… Oui, alors
clairement, ce que disait notre difficulté de trouver des bénévoles, on n'avait pas trop de difficultés. Les gens étaient prêts à s'investir ponctuellement sur l'organisation d'un tournoi, des choses comme ça. Par contre, c'était plus difficile de demander aux gens de participer à un entraînement. Là, le fait de structurer, de montrer où on voulait aller, de leur montrer qu'on voulait salarier, ce qu'on a fait, a beaucoup rassuré les gens, les bénévoles. Et c'était grâce à la présence, alors plus du salarié que du projet, mais l'un va aller avec l'autre, plus avec la présence du salarié qu'on a pu rassurer des bénévoles qui ont accepté de venir l'aider sur des créneaux d'entraînement où tout seul, je pense qu'ils ne seraient pas venus, ne se sentant pas capables d'être en autonomie et d'avoir une crédibilité que l'entraîneur leur offrait. Pour compléter ma question, est-ce qu'au-delà de la mobilisation à l'interne du club, est-ce que le fait que le projet soit formalisé et en action, en mise en œuvre, est-ce que ça a aussi donné de l'énergie, de la force à l'équipe projet qui avait travaillé à ce dernier? Est-ce que ça a aussi eu un impact, Pascal? Ah oui, sans aucun doute. Quand on voit les résultats, puisque derrière chaque action, on a essayé de mettre, enfin derrière chaque grand thème, on a essayé de mettre des actions en disant, bon, on a envie de faire ça, mais comment on va le faire? Et donc, on a vraiment formalisé où on voulait aller, comment le faire. Quand derrière, on voit que ça fonctionne même encore plus vite que ce qu'on espérait et encore mieux que ce qu'on espérait, c'est sûr qu'au moins les membres du CA sont investis et sont épanouis, je dirais, parce que tout le monde, jusqu'aux dernières informations qu'on a eues hier et aujourd'hui sur notre équipe 1, tout le monde est aux anges, c'est certain. Parfait. Dimitri, sur la force de la mobilisation ou pas, hein, Oui, c'est force de mobilisation, forcément. Comme je disais, les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Donc, quand vous allez vers quelque chose qui vous plaît, vous investissez, vous essayez de faire en sorte que ça marche bien. Et du coup, nous, toute l'équipe est super motivée. Et à chaque fois, on est super fiers à la fin d'une animation, d'un projet, de voir le bel impact que ça a eu sur tous les adhérents, les adhérents qui communiquent de bouche à oreille à leurs amis en disant voilà, viens au club, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Et ça nous donne encore plus d'énergie pour faire des choses encore plus grandes et encore plus innovantes. Donc, c'est un effet boule de neige. Et oui, cette mobilisation autour, vu qu'il y a un projet, tous les gens qui sont là, c'est pas des consommateurs en fait. Ils viennent pas juste jouer au bad. On paye pas de compétition, mais chercher ce qu'ils pourraient prendre au club et partir. Non, c'est un état d'esprit, une envie. Et du coup, ils restent d'année en année. C'est eux qui amènent des nouveaux adhérents. Et la mobilisation est de plus en plus forte. Et c'est là qu'on se dit bon, on a réussi à lancer la machine. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'entretenir. Tam? Oui, alors en effet, le fait d'avoir formalisé les différents axes du projet club, ça a permis du coup d'avoir un cap vraiment clair pour l'ensemble du CA et puis du coup aussi des idées, on va dire, aussi aux différents licenciés. Ça nous a permis du coup de gagner beaucoup plus en licenciés et de mobiliser aussi davantage de bénévoles et notamment ceux qu'on n'arrivait pas jusque-là à atteindre, c'était les jeunes qui venaient participer aux événements, on va dire, au niveau des adultes et les parents de jeunes qui participaient aussi. C'était un peu compliqué, donc sur ce point-là, c'était super. Et on a eu la chance aussi, c'est que le fait de bien formaliser et cadrer les différents projets, le salarié était davantage, comment on dit, motivé et il savait dans quoi s'engager, notamment pour mobiliser, on va dire, des demandes de subventions. Et on a pu du coup en obtenir davantage parce que c'était beaucoup plus carré et formalisé. Parfait. David, peut-être oui. Cette mobilisation Ouais, ben forcément, ça facilite forcément la mobilisation des bénévoles. Rassuré. D'avoir
de présenter un projet avec des choses claires. Donc après, comme j'ai dit, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué dessus. Donc ça, c'est peut-être une erreur qu'on a faite, mais forcément de présenter des actions ciblées, les personnes peuvent facilement s'identifier à telle ou telle action. Donc il y en a certaines pour qui on a pu trouver des bénévoles sans problème, d'autres un peu plus difficiles, mais ça a aidé. Clairement, ça permet de motiver des bénévoles. Concernant l'équipe dirigeante, elle était déjà ultra impliquée, donc ça n'a pas changé l'implication. Par contre, je pense que ça a optimisé un peu l'énergie, la direction dans laquelle on mettait l'énergie. Au lieu de s'éparpiller, on a su trouver les bons axes et voilà, pas partir dans toutes les directions. Sur ça, je pense que c'était vraiment important de formaliser le projet par rapport à ça. D'accord, merci. Pour aller vers la réalisation et la concrétisation de ce projet, à quel moment vous avez identifié les évaluations, les différentes évaluations qu'il fallait mener sur les différentes actions ou le projet dans sa globalité? À quel moment vous avez pensé qu'il était nécessaire d'évaluer ce que vous étiez en train de mettre en place avant, pendant, quels étaient les moments clés que vous avez pu choisir et déterminer pour évaluer les actions mises en œuvre autour de ce projet? Dimitri, peut-être, si tu peux nous... Alors nous, l'évaluation, on le fait après chaque animation, chaque projet. On sonde un peu l'avis des participants. Au fil des projets, on regarde l'assiduité, s'ils reviennent, s'il y a moins de monde, si on a attiré plus de monde, voir aussi, ça nous permet de les fidéliser, quoi. C'est surtout une évaluation de lendemain, d'après-action, quoi. Et à partir de là, soit on modifie, soit on dit ça marche bien, comment on fait pour encore améliorer, ou soit bon, on a fait un flop, qu'est-ce qu'on change? Et après, on met en commun tous ensemble et on repropose quelque chose de nouveau aux adhérents et ainsi de suite tout au long de l'année. Parfait. Pascal? Oui, l'évaluation, on l'avait un petit peu prévu au moment où on écrivait le projet. On s'était mis un timing dans les actions du projet. Alors, il y avait des ambitions à court terme, des ambitions à moyen terme, et on s'était positionné des petits points de contrôle, voir où on allait, et si on avait atteint, si on était en avance, si on était en retard sur notre feuille de route. Après, sur les actions elles-mêmes, oui, un petit peu comme Dimitri, après chaque action, on fait un petit bilan et on regarde, puisque notre principe, c'est que on délègue à des petits groupes la responsabilité de quelques actions et on leur confie complètement la responsabilité. Derrière, par contre, on a un compte-rendu, on a un résultat de leurs actions. Et donc, on prévoit ça après chaque action. Mais sinon, sur le projet, on a notre fil conducteur. On avait établi un projet jusqu'en 2024. Et on a notre fil conducteur et on regarde sur chaque fois où on avait mis un jalon si on l'a atteint ou pas. Ok, très bien. David, peut-être sur les moments d'évaluation? Ouais, alors nous, c'est pareil, on a défini les critères d'évaluation au moment de la définition du projet, avec des critères maximum chiffrés pour pouvoir avoir des critères concrets. Après, on n'a pas formalisé les évaluations régulièrement. Par contre, là, on est arrivé à la fin du projet et on sait dire les actions qui sont arrivées à leur terme ou pas. Assez facilement. Mais c'est vrai que je pense que idéalement, une fois par an, il faudrait arriver à faire une évaluation pour voir si on est sur la bonne voie ou voir un peu où on est.
on a eu la chance que tout soit bien passé, mais voilà, si on avait pris une mauvaise direction, on n'aurait peut-être pas rendu compte dans le temps. D'accord. Tam, peut-être? Alors, comme David, nous, on planifiait l'évaluation dès la conception du projet, avec notamment des objectifs chiffrés sur donc, tout ce qui est budget, nombre de participants et autres. Et donc, du coup, on faisait un bilan en fait, à chaque fin de projet, en recueillant du coup les retours des différents licenciés et autres participants. Et ensuite, on décidait en réunion de CA après de savoir si c'était réussi. Du coup, on l'a planifié pour une autre fois. Et si c'était pas un peu un flop, voilà, on essayait de comprendre pourquoi et d'essayer de s'améliorer pour la prochaine fois. D'accord, très bien. C'est bientôt la fin de ce marathon de questions. La toute dernière sera sur. On a dégagé des axes, on a partagé, on a effectué, on a mesuré. Même si vous avez fait des tris, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont donc pas été faites, qui n'ont pas été effectuées à l'intérieur de ce projet? Malgré tous les efforts que vous avez pu mettre en place, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réalisées? Pascal, peut-être, s'il te plaît. Oui, dans le planning qu'on s'était fait, il y a des choses qui devaient être réalisées un petit peu plus tard et qui l'ont été déjà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses je l'espère, elles le seront un jour, mais pour le moment, elles sont repoussées un petit peu dans le temps. Elles ont glissé. Le projet, il est formalisé, mais il vit quand même. Il y a des actions qu'on voulait faire plus tard qui sont déjà faites. Mais il n'y a rien dans le projet à aujourd'hui où on s'est dit, ça, non, on ne pourra jamais le faire. Pour le moment, ça arrivera peut-être. Ouais. Dimitri? Non, pour nous, sur le projet, tout roule. Tout roule. On suit notre ligne de conduite. On est bien sur nos axes. On est bien sur le bon chemin. Maintenant, c'est annuellement, on se dit, on a atteint ça, allons chercher plus haut. Et c'est d'essayer d'aller toujours plus innovant. Et c'est l'objectif qu'on se fixe annuellement, quoi. Mais on suit notre feuille de route pour le moment, mais bien dessus, bien ancré. Ok. Tam, des choses qui ont dû passer à côté des priorités, qui n'ont pas pu être réalisées, du coup, peut-être? Oui, du coup, à cause du Covid, on n'a pas pu obtenir la 4e étoile pour notre école de badminton. Mais du coup, c'est toujours un projet d'actualité et ce n'est que reporté, on va dire, on espère, à partir de la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est le projet, il est écrit, il est formalisé. Maintenant, on l'a juste reporté en raison de la crise sanitaire. Parfait. David, du coup, Ouais, comme j'en ai parlé un peu au début, mais effectivement, la partie stage qu'on souhaitait développer au club a bien marché au début du projet, mais on a vu une réelle baisse au fur et à mesure, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Donc après, on a cherché un peu les causes, bien sûr. Comme j'ai dit, on pense que le fait que les entraîneurs bénévoles qualifiés se soient développés et que d'autres clubs aussi développaient des emplois dans leur club et puis développer des offres en interne ou alors proposer des entraînements plus qualifiés, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ça a pu détourner les joueurs des autres clubs qui venaient assez majoritairement quand même dans nos stages au début et du coup, ils restaient un peu plus dans leur club. Après, peut-être que la formule aussi qu'on proposait n'était pas adaptée ou n'était plus adaptée aux envies des joueurs. Donc, on réfléchit à d'autres formules qui pourraient être proposées. Donc, le projet n'est pas complètement abandonné en soi, mais voilà, la formule peut-être qu'on a proposée au début a été abandonnée en tout cas. D'accord. Je vais vous remercier, même si ce n'est pas encore complètement terminé, puisque c'est
C'est au tour de nos participants qui, j'espère, sont restés bien éveillés, qui vont pouvoir peut-être poser des questions. Et je vais donner la parole à mes collègues qui ont peut-être des éléments à nous apporter, à vous apporter, à vous, nos témoins privilégiés. Il y a pas énormément de questions là dans la messagerie, donc au regard du nombre de participants, si comme c'est possible, on peut autoriser une prise de parole, mais pour ça, il faut quand même que vous manifestiez dans la messagerie, puisque la fonction lever la main n'est pas activée. Il y a toutefois une question de Ronan qui a été partiellement répondue, mais qui peut ouvrir quand même sur un complément de réponse sur les actions à venir. Quel état d'esprit par rapport à la sortie de crise? Est-ce que vous êtes plutôt serein, plutôt inquiet sur là ou les saisons qui arrivent? Je ne sais Comment pas vous abordez la rentrée? Alors, pour ce BAD, nous, on est comme beaucoup, je pense, sur le nombre de licenciés à la rentrée. Je pense qu'on a déjà même pu le voir avec cette petite reprise qu'on a eue depuis un mois, c'est qu'il y a des habitudes, d'autres habitudes qui ont été prises par certains adhérents et joueurs. Donc, on est forcément un peu inquiet sur on peut dire les 2 prochaines années, sur le nombre de licenciés, une potentielle baisse qu'il pourrait y avoir. Après, on a pu faire les demandes d'aide pour que le côté financier, au moins, on n'est pas à se poser de questions. Donc, sur ça, on n'est pas trop inquiet. On sait qu'on va pouvoir aborder l'avenir sereinement à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'est le nombre de licenciés qui pose question je pense sur les deux prochaines années, peut-être, le temps que ça soit digéré. Quelqu'un d'autre veut rebondir là sur ce que dit David et commenter? Ouais, on a essayé de conserver un maximum de liens. On avait organisé notre salarié des séances en visio de renforcement musculaire, de sport 2-3 fois par semaine. Dès qu'on avait le droit, on est allé faire des footings à l'extérieur. Alors évidemment, ça n'a intéressé qu'une petite partie des licenciés du club, mais pour en avoir discuté avec les gens qui sont revenus depuis la reprise, bon, ils étaient quand même contents, même s'ils ne l'ont pas fait, que le club propose des choses et ça leur a plu. Donc de ce côté-là, on a l'impression d'avoir fait ce qu'on pouvait. Maintenant, on a eu à la reprise là, beaucoup de gens qui sont arrivés parce qu'on voyait que vraiment les gens avaient envie, ils avaient été frustrés très longtemps. Par contre, après, je ne sais pas, on n'est pas dans la tête des gens. Est-ce que le fait qu'ils parlent d'un nouveau variant, de choses comme ça va faire peur et ils vont se dire on va attendre pour prendre notre licence? Ça, je ne saurais pas dire, je ne suis pas devin. Oui, personne ne l'est, je pense. Dans un contexte pareil, ça paraît très, très compliqué quand même. Quelqu'un d'autre, Tam, Dimitri ou David, peut-être pour votre écho à vous sur cette question? Nous, sur le club et territoire, on n'est pas trop, on craint pas trop la rentrée. On a eu de bons échos. On a réussi à maintenir du lien tout au long de la saison tout de même. On a eu aussi pu un peu sonder avec la semaine du BAD qui a été réalisée par la fédération où on a pu mettre en place des événements et c'est là qu'on s'est rendu compte que nous, avec la convivialité, que les gens avaient envie de se retrouver. Donc, on a retrouvé quasiment 100% des adhérents qui sont revenus sur ces événements-là avec des nouvelles personnes. Sans mentir, je crois que j'ai plus de demandes cette année pour la rentrée que les années précédentes. Après, ouais, la grosse interrogation des gens, c'est voilà, s'ils ont l'assurance de faire une saison complète, pas de souci, c'est parti. S'il plane le doute d'un nouveau confinement, ce sera un peu plus compliqué, mais on trouvera une solution. On trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. David ou Tam, peut-être, si vous n'êtes pas obligé non plus. Après, nous, au niveau des jeunes, on n'a pas trop de problèmes pour les avoir, comment on dit, continuer à les mobiliser. C'est plus au niveau des adultes où ça a été un peu plus compliqué, on va dire, le lien pendant
dans les différentes phases des confinements. Après, en effet, il y a ce variant-là qui commence à émerger et on a un peu, comment dire, ce flou sur la rentrée de savoir est-ce qu'ils vont se réinscrire en sachant que peut-être ils ne feront peut-être que quelques mois, voire quelques semaines de pratique. D'accord. David, peut-être si je t'avais déjà répondu, mais oui. Mais non, mais juste, nous, on n'a pas été très bons sur la partie garder le lien pendant cette période. Par contre, on a remboursé quasiment pas loin de 100% de la part club des personnes, en espérant que du coup, voilà, ce geste aussi participe à leur envie de revenir la saison prochaine. Après, on verra si ça paye ou pas. C'est un choix. C'est un choix, exactement. D'autres éléments, peut-être, Vincent, ou je sais pas. Oui, il y a deux, trois questions qui sont arrivées. Une question d'Isabelle sur la féminisation. Avez-vous plus favorisé la féminisation de la pratique et de l'encadrement pour le projet de début de saison prochaine? Oui, nous, c'est un de nos objectifs pour la saison qui arrive dans notre axe sur l'engagement. On veut faire des actions du style des soirées réservées aux filles où elles peuvent inviter une copine ou qui soit licenciée dans un autre club ou pas. Ce genre d'action. On a un quartier pas très loin qui est un quartier QPV et on veut essayer de faire des actions sur la mixité pour aider un petit peu les filles à trouver leur place. D'autres éléments? Nous, pas spécialement pour cette rentrée, mais voilà, en fait, on n'a pas d'action ciblée pour les femmes. Par contre, on tâche de les intégrer le mieux possible dans le club et ça a de fonctionner. On a une moyenne de femmes au club qui est de 40 à 45%. Chez les jeunes, on est même au-dessus des 50%. Donc voilà, c'est une action c'est un de nos axes de développement. Et aujourd'hui, on a un club où on n'a pratiquement jamais eu à se soucier de trouver des femmes pour nos équipes d'interclub, par exemple. on a eu cette chance-là. Sachant qu'on a 8 équipes d'interclub, malgré tout, 2 équipes régionales et du coup 6 en départemental. Donc voilà, ça fonctionne bien. Donc on n'a pas prévu plus d'actions très ciblées femmes pour la rentrée, mais on continue de faciliter l'inclusion des femmes. L'accessibilité aux féminines. L'accessibilité, voilà, ça ne sont pas mises de côté. Ça se fait assez naturellement au final. Ça se passe bien. Ok. On a d'autres questions également autour de l'éco-responsabilité. À savoir si vous avez mis en place, ou si vous avez prévu de mettre en place quelque chose autour de ces thématiques-là, adhésion des adhérents, et comment vous avez envisagé l'adhésion des adhérents sur ces démarches-là, si toutefois vous avez engagé des démarches dans ce sens. Alors nous aussi, c'est un axe fort dans notre, c'est un projet fort dans notre axe engagement. On a fait éco-labelliser nos tournois. On a la volonté au quotidien de s'améliorer dans cette démarche-là. On a pris une stagiaire qui est ingénieure dans l'environnement, qui a fait un bilan carbone de toutes nos actions, que ce soit les tournois ou la vie du club en général. Et on a des axes, des propositions d'amélioration de tous côtés. Ça va de gourdes recyclables au lieu de jeter des bouteilles en plastique jusqu'à favoriser le covoiturage en louant un minibus. Voilà, tout un tas d'actions diverses dans ce sens-là.
Je pense que sur le sujet, on va peut-être se tourner vers Dimitri, qui à mon avis était prêt à dégainer, mais Pascal a été plus rapide, donc bravo Pascal. Non, mais bah oui, nous forcément, c'est notre axe premier, donc on le développe tous les ans, on développe autour de l'éco-responsabilité. On est parti tout bêtement, comme beaucoup de clubs, sur les éco-cups, sur les gourdes. Et de fil en aiguille, on a monté, là, on a un partenariat avec une autre association écologique, avec qui on fait un échange annuel avec eux sur des actions, le Work Cleanup, sur des actions de ramassage. On est très impliqué avec nos municipalités parce que chaque municipalité maintenant a une commission développement durable. Nos municipalités découvrent le développement durable, donc on est moteur pour eux, on est leur référent. Donc ça nous permet aussi de rentrer et de créer du réseau auprès des municipalités qui n'est pas négligeable parce que du coup, quand vous demandez un créneau, c'est un peu plus facile quand vous les aidez et que vous travaillez en collaboration avec vos municipalités. On a pu répondre, et là c'est aussi, quand on parlait d'accompagnement tout à l'heure, un appel à projet national qui était Impact 2024. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On est le seul club de BAD à avoir été lauréat de cet appel à projet en étant 100% bénévole. Ça nous a permis de toucher une subvention quand même de 10 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Projet qu'on a mené avec d'autres municipalités, avec la Ligue Sud de badminton, avec le comité olympique. Donc, ça nous a permis d'avoir plein d'entrées dans plein d'instances et du coup d'être le référent, entre guillemets, développement durable de notre territoire. Après, on développe ça au quotidien. On a créé une petite brigade verte chez les tout petits. Chez les jeunes, il y a la brigade verte chez les grands et la brigade verte chez les jeunes. À eux d'avoir le plus d'imagination pour faire des actions. On intervient beaucoup auprès des écoles. Et tout ça, ça fait écho aussi chez les adhérents parce que nous, on voit dans les adhérents, souvent les parents viennent apporter les enfants pour s'inscrire au club et quand on leur dit qu'on a ces démarches-là, les parents adhèrent au club aussi et ils viennent parce que cette démarche-là est présente et que ça leur parle, pas forcément. Et du coup, ils viennent, ils s'inscrivent au club et ça prend de fil en aiguille. Mais on est de plus en plus présent sur notre territoire. Et c'est vrai que ça a été un levier aussi au niveau des municipalités et des financiers. Tous nos appels à projets autour de l'éco-responsabilité, généralement, sont valorisés et sont récompensés, soit financièrement, soit par la visibilité. Donc, pour nous, c'est tout gagnant. Peut-être d'autres... Tam ou David, peut-être sur le sujet, ou on bascule sur une autre question, peut-être, qui, je ne sais pas. Sinon, on a une question où on sollicite plutôt des conseils face à la certitude de la saison qui arrive en termes d'effectifs sur la possibilité de mettre en place un nouveau projet. Donc, est-ce que vous auriez des conseils? C'est la question piège, ça. C'est la question... La petite question bonus. Toc, 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 toc. C'est dur de donner des conseils et puis je ne sais pas si on est forcément bien placé. C'est des donneurs de leçons et on n'a pas la formule magique, je pense, qui marche pour tous les clubs. Après, je pense que plus on est dans le dur un peu, comme on peut l'être, on a été cette saison et du coup peut-être les saisons qui arrivent peuvent être un peu difficiles. Plus je pense la mise en place d'un projet peut être pertinent pour regrouper ses forces, mobiliser des bénévoles et puis pas perdre son énergie dans différentes actions qui ne seraient pas pertinentes. Donc voilà, moi je peux juste conseiller ça. Après un projet, ça peut faire peur, mais voilà, au final, c'est pas forcément, on ne se lance pas dans un truc forcément énorme non plus à mettre en place. Ça peut être des petites actions, ça peut être un faible nombre des objectifs en très petit nombre et très ciblés. Et par contre, derrière, voilà, on va pouvoir mobiliser des bénévoles et puis s'orienter dans une direction précise. Et forcément, dans une année difficile comme ça, je pense que ça peut aider et pouvoir rassurer aussi bien les dirigeants que les bénévoles. Ouais, moi aussi, je ferai un peu le même constat. C'est
déjà, ça évite, à mon avis, de sombrer dans la morosité, de se dire oulala, on va de l'avant. Je pense qu'il faut faire comme si tout allait bien se passer en termes d'effectifs. De toute façon, le projet, si vous ne pouvez pas le réaliser cette année, ben, vous pourrez peut-être le réaliser l'année prochaine. Mais ça permet de sortir la tête un peu de l'eau et de montrer aux gens que ça ne s'arrête pas parce qu'il y a le Covid, que le club travaille, le club a des projets, le club veut continuer à grandir. Et moi, il me semble que ce n'est pas un frein, il faut le voir plus comme une opportunité. D'accord. Autre chose, peut-être, Vincent, en termes de questions. Moi, est-ce que j'ai peut-être un peu coupé la parole à Tam ou quelqu'un qui voulait compléter, peut-être? Sur le projet, alors oui, en effet, c'est une situation pas facile, mais comme le disait Pascal, pour moi, il faut continuer, on va dire, sur la lancée et faire comme si on allait avoir une saison normale. Sinon, en fait, on fait plus rien et puis ça s'arrête là. Donc, je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, planifier le projet et après, s'il se fait pas, eh ben, en effet, on le reporte ou alors peut-être qu'il faut le faire sur une durée un peu plus courte, mais il faut continuer à faire le projet parce que ça permet de maintenir le cap et puis ça donne aussi un peu un sens aux différents licenciés parce que si on arrête tout, c'est un peu le moyen de tous sombrer et puis Oui, c'est une perte de dynamique peut-être. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. D'accord. Bah, impeccable, merci. D'autres éléments, Vincent, peut-être? J'ai pas une toute dernière question avant de conclure autour des actions que vous proposez pour les anciens adhérents pour la rentrée prochaine. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers, un allègement des cotises ou quelque chose qui incite à? Alors nous, sur le club, on a mis quelque chose en place. On a mis en place qui a eu très bon écho auprès de tout le monde et qui a bien marché. On a mis en place un carnet solidaire. En fait, on a dédommagé nos adhérents en leur offrant des bons d'achat chez nos partenaires. Donc, chez notre vendeur de fruits et légumes, chez notre caviste, et du coup, ça a été vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Déjà, les partenaires étaient super contents parce qu'on était les seuls à avoir fait ça dans le coin. Donc, ça leur a permis à eux d'être solidaires avec eux parce qu'ils nous accompagnent depuis plusieurs années et du coup de continuer. On sait que l'année prochaine, quand on va les voir, ils vont avoir du mal à refuser de continuer avec nous. Nos adhérents étaient super contents aussi parce qu'ils ont trouvé ça super innovant et ça rejoint un peu l'état d'esprit du club. C'est ça, quoi. Donc, ils ont tous apprécié la démarche. Ça leur a permis de découvrir nos boutiques locales et d'être indemnisés d'une certaine façon. Et nous, ça nous a permis même de les indemniser à une plus haute hauteur que ce qu'on aurait pu faire si on aurait voulu le faire financièrement. Parce que nos partenaires, comme ils ont aimé la démarche, et quand on demandait un bon d'achat de 10 €, nous, le club, il nous le facturait soit 5 €, soit donc on payait moins cher. Donc, on a pu monter des bons d'achat comme ça. Et ça a vraiment eu un très bon effet et ça a très bien marché. Ça fait fonctionner le tissu local en plus. C'est ça. Ça fait fonctionner le tissu local. Les gens se retrouvent dans l'esprit solidaire. Et la démarche, c'est pareil, la démarche était innovante, donc ça a permis un focus dans la presse. On en a parlé à nos municipalités en disant, vous voyez, on aide les boutiques de nos villages. Ah, c'est bien ce que vous faites, vraiment, vous êtes les seuls à avoir fait ceci. Et du coup, ça renforce un peu notre place dans nos villages, quoi. Et je conseille vraiment, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est un très bon écho auprès de tous, quoi. Super, merci Dimitri. D'autres éléments peut-être sur des processus que vous aurez pu lancer pour la saison prochaine? Pardon, Tam, je t'ai coupé. Oui, sur Plumeur, du coup, nous, on propose un remboursement pour ceux qui le souhaitent d'un certain montant différencié entre les adultes et les jeunes parce que ce n'est pas le même montant de cotisation.
ou en avoir s'ils anticipent déjà le fait de se réinscrire pour la saison prochaine, et aussi la possibilité pour ceux qui ne veulent pas se faire rembourser ou en avoir, et du coup d'avoir une déduction entre guillemets fiscale en échange. Ok. Ouais, nous, on a fait exactement de la même façon. On a proposé aux gens soit d'avoir un reçu fiscal de dons. On a calculé au prorata de la part club les semaines où on a pareil différencié les enfants parce qu'ils ont pu jouer beaucoup plus longtemps et on avait compensé par des stages gratuits aux enfants. Donc on a calculé au prorata le temps qu'entre guillemets les gens avaient perdu et on leur a proposé de la même façon de faire soit un don, on avait appelé ça je soutiens mon club, soit un avoir. Voilà. Et pour le moment, on a été très agréablement surpris. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et en grande majorité, les gens, soit ils nous ont dit ouais, c'est bon, soit ils nous ont dit ok, je soutiens mon club. Ils sont en minorité à avoir demandé un remboursement. D'accord. Oui. Ouais, mais dans le côté, alors déjà, Dimitri, très bonne idée, je trouve ce qu'il a fait, c'est génial. Je retiens. Et ensuite, Tant mieux. ouais. Et ensuite, nous, de notre côté, on a, donc, comme j'ai dit, on a remboursé une grosse part club cette année. On a préféré le faire, rembourser cette saison et garder les licences au même prix la saison prochaine. Alors, on a juste proposé de rembourser. Il y en a un peu plus de la moitié qui ont demandé le remboursement. Donc, il y a une partie qui a… Soit ils nous l'ont dit clairement, non, voilà, on souhaite laisser au club, soit on n'a pas eu de réponse. Et puis après, bon, comme chaque année, on favorise les réinscriptions. On ouvre les inscriptions aux joueurs du club en priorité pendant les 2 mois d'été, avant de l'ouvrir aux extérieurs l'été suivant, à la fin de l'été, à la fin du mois d'août. Ok. Merci David. Vincent, il n'y a plus de questions. On arrive à peu près à la fin du temps qu'on s'était accordé. Donc, je pense qu'on va conclure sur ces dernières réponses. Merci à tous pour la clarté de vos propos. J'espère que ça a pu en inspirer certains et que ça va ouvrir, donner des envies aussi. N'oubliez pas, pour tous les participants, de vous rapprocher aux besoins de vos ligues ou comités qui pourraient être de bons conseils aussi si vous avez des ambitions quelconques sur un objectif de projet. Voilà, donc merci à tous, merci à Tam, Dimitri, Pascal, David et à Xavier pour avoir animé cette soirée. Voilà, donc si vous souhaitez vous exprimer une toute dernière fois avant de libérer nos spectateurs, allez-y. Et sinon, je vous dis à très vite et à très vite. Merci, bonne soirée. Merci à tous, oui, bonne soirée également. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tout le monde, bonne soirée.